Voici les deux grandes critiques donc qu'oppose Popper au néopositivisme, et c'est ce qui va l'amener à développer sa conception d'un rationalisme critique. Alors, rationalisme, pourquoi? Rationalisme, alors, ce n'est pas un terme du tout qui est à prendre de manière péjorative. Le rationalisme n'a pas cette connotation péjorative qu'il a aujourd'hui dans la bouche de Popper. Rationalisme, c'est d'abord l'idée qu'on ne renonce pas à la possibilité de produire une connaissance, mais non plus fondée en vérité à la manière des philosophes classiques, mais une connaissance qui va être soumise à l'épreuve, justement, de l'observation ou de l'expérience. Et que, précisément, la raison scientifique, c'est la capacité que l'on a de soumettre les énoncés scientifiques à l'épreuve de l'expérience ou de l'observation. C'est dans ce sens-là c'est dans ce sens-là que Popper utilise le terme de rationalisme. Alors critique, pourquoi? Critique parce qu'il s'agit d'interroger en permanence, précisément, la démarche scientifique à laquelle on recourt. C'est pour ça qu'on range Popper dans la notion de rationalisme critique. Rationalisme, il ne renonce pas à la question normative de la science. Il s'agit bien d'essayer toujours de rechercher une certaine adéquation de l'énoncé scientifique au réel, mais que cet énoncé scientifique ne peut pas consister à représenter fidèlement la chose en soi, mais que cet énoncé scientifique doit se soumettre à l'épreuve de l'expérience et de l'observation. Mais rationalisme critique parce qu'il s'agit d'interroger en permanence la démarche scientifique que l'on engage. C'est ce qui va amener Popper à combattre une conception probabiliste de la science. Conception probabiliste de la science selon laquelle une loi acquiert une plus grande probabilité à mesure qu'augmente le nombre de cas qui la confirment. Or, précisément, Popper montre que la confirmation d'expérience ne garantit jamais qu'une loi générale soit juste d'un point de vue logique. Je vous rappelle l'exemple de Kant, d'ailleurs. Kant l'avait montré. Kant avait montré que Léonard de Vinci pouvait faire valoir un certain nombre d'observations, mais que ces observations n'ont pas débouché sur une conception cohérente du point de vue explicatif, par exemple. Ensuite, une théorie, nous dit Popper, peut être probable, c'est-à-dire qu'on peut effectivement faire valoir un certain nombre de confirmations sans qu'elle présente un intérêt pour l'avenir des sciences, parce qu'elle n'est probable qu'à cause de sa seule banalité, à cause d'un manque de précision explicative. Alors, je peux prendre un exemple. On peut très bien considérer, par exemple, que, d'un point de vue sociologique, que toute société est faite de conflits. C'est une définition tellement générale qu'on ne sera pas en peine, effectivement, pour montrer que les sociétés humaines sont ponctuées en permanence de conflits. Mais, du point de vue explicatif, ça n'offre guère d'intérêt, si ce n'est que de formuler un constat que chacun peut observer. Ensuite, montre Popper, c'est qu'il y a des disciplines qui peuvent faire valoir de confirmation, alors même qu'elles ne sont pas considérées comme des sciences par les néopositivistes. Eh bien, quelles sont ces disciplines? L'astrologie, la psychanalyse, le marxisme. Le marxisme peut faire prévaloir, par exemple, que la hausse tendancielle du taux de profit conduit à une crise économique. Eh bien, les faits, effectivement, ont donné raison à Marx. C'est que la hausse tendancielle du taux de profit tend, à bout d'un certain moment, à décroître et amène une crise économique. Je le dis de façon très lapidaire. Mais il n'empêche qu'il y a des vérifications de cette loi tendancielle de taux de profit. Et pourtant, la conception le marxisme n'est pas considéré du point de vue des néopositivistes comme une science, mais principalement comme une idéologie. Finalement, Popper va montrer que les grandes conquêtes de la raison scientifique
ne procède pas par accumulation. C'est ça sa grande force d'ailleurs. Il montre que ça ne... C'est pour ça qu'il est contre une conception probabiliste de la science, qui considère que la science progresse dans la mesure où il y a de plus en plus de faits qui viennent l'avérer, la confirmer. Eh bien, Popper rejette cette idée. Il considère que la raison scientifique ne procède pas par accumulation de faits ou d'hypothèses, mais par rupture. Rupture, c'est un terme qu'on va retrouver très fortement chez Bachelard, mais pour lui, la science ne progresse que non pas par accumulation, mais par rupture. Et cette rupture ne peut pas être provoquée tant que l'on cherche que des confirmations pour les hypothèses, tant qu'on cherche une forme d'attestation. Et là, je vous le note au passage, il s'agit encore une fois d'une manière de dépasser la position kantienne. Souvenez-vous que Kant avait tendance à considérer dans cette question de l'approche normative de la science qu'une science est vraie à partir du moment où elle est vérifiée expérimentalement, et il n'avait pas eu cette intuition qui était celle de Popper, que ce n'est pas parce qu'un modèle est confirmé et qu'il paraît parachevé qu'il ne peut pas pour autant être dépassé. Or, précisément, Popper montre que même les sciences apparemment les plus confirmées, les plus abouties, parviennent à un moment ou à un autre à être dépassées. C'est ça qui l'amène à considérer que les sciences ne progressent pas par accumulation, mais bien par rupture. C'est quelque chose que défendra énormément Bachelard également, à sa manière. Popper combat donc conception probabiliste de la science, mais il combat également l'instrumentalisme. L'instrumentalisme, et là aussi c'est une pierre dans le jardin des néopositivistes, puisque, je vous rappelle, les néopositivistes considéraient qu'ils avaient l'instrument, enfin, ils avaient l'instrument qui allait pouvoir édifier la science sur des bases vraiment solides. L'instrument étant, bien sûr, les mathématiques, mais aussi les instruments liés à la nouvelle technologie. Vous savez que les années 20-30 sont des années d'un formidable progrès sur le plan technologique, à la fois, enfin en physique en tout cas, à la fois dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Or, Popper combat l'instrumentalisme selon lequel les constructions théoriques et les lois scientifiques n'auraient de validité qu'au regard de leur efficacité, ou d'une efficacité aussi bien dans leur prédiction que dans leur application, ou dans l'utilisation d'une manipulation particulière. Or, Popper considère que les sciences ne peuvent pas être réduites à un projet de maîtrise manipulatrice de l'univers physique. Pour Popper, les sciences sont toujours à la recherche d'explications. Elles ne peuvent pas se satisfaire simplement d'une efficience ou de résultats acquis. Elles sont toujours à la recherche d'explications, et même d'explications toujours meilleures. C'est pour cela qu'on ne peut pas les réduire simplement au résultat, à une efficience de leurs résultats, même si Popper, bien sûr, les reconnaît. Mais on ne peut pas réduire la démarche scientifique à cette seule recherche d'efficience, à cette seule recherche de résultats, puisque précisément la vocation même de la science est de chercher des explications, et toujours des explications. Et la démarche scientifique, c'est de s'attacher précisément à rechercher des explications meilleures, plus englobantes, plus précises, plus proches de la vérité que l'on se donne. Et de sorte que il s'agit toujours d'argumenter pour ou contre une hypothèse, selon Popper, et non pas simplement de s'en tenir à l'analyse, encore une fois, de résultats objectivables. Il faut toujours argumenter pour ou contre une hypothèse. Enfin, troisième chose, Popper combat cet abandon qu'il voit chez les néopositivistes du problème normatif de l'adéquation du dire au réel. Je vous l'ai dit, pour les néopositivistes, le problème est réglé, puisqu'à partir du moment où on est capable de déterminer des concepts radicaux, ces concepts radicaux sont assurés de leur validité, puisqu'ils sont conformes au réel, ils sont représentatifs du réel. Encore une fois, il s'agit là d'une nouvelle manière de dire la profession de foi empiriste. Eh bien,
Popper combat cet abandon du problème normatif de l'adéquation du dire au réel, parce que précisément pour lui, il n'est jamais résolu. Attention, il ne nie pas, contrairement, encore une fois, à un idéaliste ou à un sceptique radical, que la réalité extérieure du monde n'existe pas. Non, bien sûr. Il considère qu'il y a bien un réel, mais que ce réel ne peut être apprécié qu'à partir d'hypothèses. Et que cette hypothèse en dit toujours plus, j'insiste de nouveau sur ce point, en dit toujours plus que ce que l'expérience peut fonder. De sorte que n'est scientifique que ce qui se donne les moyens d'une confrontation à la réalité, à la résistance que peut offrir cette réalité. Donc, on ne peut pas abandonner la question du problème normatif de l'adéquation du dire au réel, parce que celui-ci se pose toujours en permanence, et que la seule chose que l'on puisse attendre de la science, c'est de se donner les moyens d'une confrontation à cette réalité, tout en sachant que cette réalité lui échappera toujours, que l'énoncé scientifique ne peut que se limiter qu'à l'énonciation d'hypothèses en permanence, d'hypothèses qui sont pour partie, mais seulement pour partie vérifiées, mais que dans tous les cas, ces hypothèses appellent toujours un dépassement, appellent toujours une reformulation de problèmes, toujours et à nouveau. Et ce que Popper attend du réel, c'est justement une résistance. On croit lire du Bachelard, puisque Bachelard dira exactement la même chose. Aussi, si Popper est réaliste, au sens où il considère que le réel existe bien, il n'est pas réaliste au sens classique du mot, souvenez-vous, de ce réalisme que d'ailleurs Bachelard combattra avec non moins de vigueur que Popper. Il n'est pas réaliste au sens des philosophes classiques, c'est-à-dire qu'il ne croit pas que la science puisse représenter fidèlement le réel. Il combat de la même façon une conception strictement formelle de la vérité, à la manière des idéalistes pour le coup, ou des néopositivistes, même s'ils sont plutôt évidemment dans la ligne des empiristes. Mais je vous rappelle que les néopositivistes pensent qu'à partir du moment où les concepts radicaux sont arrêtés, la spéculation logique, formelle, est assurée de sa vérité. Et bien précisément, pour Popper, on ne peut pas considérer qu'à partir du moment où il y a des concepts radicaux, le problème est réglé. C'est que précisément, la vérité scientifique doit toujours se confronter à l'épreuve de l'expérience, et on ne peut pas s'en tenir simplement à une conception logique, formelle de la vérité. À ses yeux, pour Popper, à ses yeux, la consistance d'un système théorique n'est pas la même chose que la question de la vérité, de la vérification, scientifique. On peut avoir, autrement dit, un système théorique solide, mais qu'on se trouve dans l'incapacité de vérifier, de mettre à l'épreuve d'une expérience ou d'une observation. Aucune consistance, finalement, d'un modèle théorique ne peut être assurée d'une vérité en soi. Ce n'est pas la consistance formelle, ce n'est pas l'exigence simplement logique qui peut permettre de fonder la vérité d'une démarche scientifique. C'est ce qui va l'amener à formuler son concept central de falsifiabilité, ou plus précisément de falsification des hypothèses. De falsification des hypothèses, c'est le point absolument central de Popper, puisque, je vous l'ai dit en introduction, c'est à partir de ce principe de falsifiabilité ou de falsification des hypothèses que Popper va démarquer la science de la métaphysique. Entendez bien, autant Popper considère que la métaphysique est inhérente à l'acte de connaître, autant il va s'attacher à démarquer la connaissance de la métaphysique. Il ne réduit pas évidemment la connaissance à la métaphysique. Eh bien, c'est ce critère de falsifiabilité, de falsification des hypothèses, qui va constituer ce critère de démarcation. À l'encontre, de nouveau, des néopositivistes
qui affirme l'existence d'un langage factuel, l'existence d'un langage qui ne serait pas hypothétique, eh bien, Popper va faire valoir que tout langage est hypothétique et qu'il n'existe aucune proposition élémentaire au sens atomique, au sens absolu du mot. Souvenez-vous, d'ailleurs, on a pu croire à un moment en physique, par exemple, on a pu croire que l'atome était la réalité ultime, qu'on avait trouvé enfin l'élément de base constitutif de la matière. Eh bien, au temps de Popper et Bachelard, il y a précisément tout un courant en physique qui va venir balayer cette conception-là. C'est évidemment la théorie de la relativité, qui va montrer que il n'y a pas, au-delà de l'atome, il y a des particules subatomiques, et aujourd'hui, on sait qu'il y a, au-delà des particules, ce qu'on appelle le top quark, par exemple, qui sont des particules au-delà des particules élémentaires, il y a en fait des oscillations, qui sont très difficiles d'ailleurs à capter par l'observation ou l'expérience, mais qu'en tout cas, il n'y a plus d'éléments, comme on l'a cru un temps, il n'y a plus d'éléments élémentaires, il n'y a plus d'éléments, pardon, de base sur laquelle s'appuyer sur une physique qui serait, dans ce sens, assurée, encore une fois, de ce développement. Popper va même jusqu'à considérer que les propositions les plus concrètes, c'est-à-dire les moins générales, sont hypothétiques et qu'elles peuvent toujours être analysées différemment ou avec plus de précision qu'elles ne l'étaient. Donc il ne croit pas, évidemment c'est encore une fois une pierre dans le jardin des néopositivistes, il ne croit pas à cette idée de concept radical, à ces éléments radicaux, ou à ces cellules de base, en quelque sorte, de la pensée. Non, il considère que la proposition la plus concrète, la plus particulière, est hypothétique également, parce qu'on peut toujours la reformuler différemment. Alors, évidemment, on peut se demander si Popper ne tombe pas ici dans une sorte de relativisme absolu, en considérant si tout est hypothétique, comment dès lors fonder la vérité scientifique? Évidemment, on pourrait arguer contre Popper que si tout est hypothétique, tout est relatif, il n'y a plus moyen de s'assurer, un tant soit peu, d'un critère de vérité, d'une vérité scientifique. Popper va bien sûr y répondre à cette objection, il va y répondre à l'avance. Il ne va pas renoncer à tester les hypothèses. Il va même considérer que seules les hypothèses, seules ont d'intérêt, les hypothèses qui sont testables, c'est-à-dire des hypothèses qui puissent être contredites. C'est ça qui l'intéresse. Ce n'est pas des hypothèses qui vont attester une vérité, c'est des hypothèses qui vont pouvoir être contredites pour précisément approcher de la vérité. Il s'agit de faire en sorte que la formulation des hypothèses ne les immunise pas de tout démenti possible. Si on ne peut pas émettre un démenti aux hypothèses, eh bien pour Popper, ce ne sont plus des hypothèses. Ce sont des affirmations, des assertions invérifiables précisément. Pour que des hypothèses soient dignes de ce nom, il faut que les propositions que l'on énonce soient falsifiables. Voilà le critère de falsifiabilité. Il faut que ces propositions soient falsifiables. Et il introduit là de la sorte une idée absolument nouvelle pour son temps, qui démarque, je vous l'ai dit, qui démarque la science de la métaphysique. Et il assigne une première tâche à la communauté scientifique, qui est donc précisément la formulation d'hypothèses falsifiables. C'est à ça que doit s'attacher la communauté scientifique. Ça n'est pas de formuler des énoncés soustraits à l'épreuve de la vérification, à la résistance de la réalité. Il s'agit au contraire de formuler des hypothèses falsifiables, réfutables encore, dira-t-il. Popper va ranger ces propositions falsifiables en deux classes, en deux ordres. Il va distinguer ce qu'il appelle les propositions
enfin ce qu'il appelle, pardon, les falsificateurs potentiels. Les falsificateurs potentiels, ce sont des propositions dont l'acceptation implique le rejet de tout ou partie des lois émises, ou en tout cas qui étaient admises. Donc falsificateur potentiel, c'est leur rôle, c'est de pouvoir remettre en cause tout ou partie, parce qu'elles sont acceptées, ces hypothèses sont acceptées, elles remettent en cause donc tout ou partie d'une loi naturelle qui fait l'objet d'une discussion. Et il distingue ensuite, dans ces propositions, il distingue ce qu'il appelle les instances corroborantes, corrobore, qui vient confirmer. Les instances corroborantes, d'ailleurs, auxquelles il attache moins d'intérêt, Popper, il s'intéresse beaucoup plus aux falsificateurs potentiels. Les instances corroborantes, qui lui paraissent moins importantes, elles sont finalement l'acceptation d'hypothèses, et donc qui vont aussi admettre que ces hypothèses modifient tout ou partie d'une loi, donc d'une reformulation d'une loi explicative, ou de tout ou partie d'une loi explicative. C'est ce qu'il appelle les instances corroborantes, tout en sachant, et c'était absolument fondamental chez Popper, que ces instances corroborantes sont toujours provisoires. Elles sont en fait le résultat de la mise à l'épreuve des hypothèses, elles sont le résultat du principe de falsification. La falsification des hypothèses amène à réviser tout ou partie d'une loi naturelle, et c'est ça qu'il appelle les instances corroborantes. Mais ces instances corroborantes, toujours qui sont émises par la communauté scientifique, ces instances corroborantes sont nécessairement provisoires. C'est absolument fondamental chez Popper. Alors attention, ne confondez pas cette idée des instances corroborantes avec la conception qu'il dénonce, précisément, la conception des néopositivistes. Ces instances corroborantes ne sont pas l'équivalent, pour Popper, l'équivalent des éléments radicaux, comme chez les néopositivistes, des concepts radicaux. Il ne s'agit pas de cela. Je vous ai dit, ces instances corroborantes non seulement sont provisoires, mais elles ne sont pas fondées, en vérité, sur une représentativité du réel, sur une représentation du réel, c'est-à-dire c'est une formule que vous aurez souvent entendue dans ce cours-là, elles ne sont pas, encore une fois, représentatives de la chose en soi, elles ne sont pas fidèles de la chose en soi. Ces propositions de base, d'ailleurs, ces instances corroborantes qui proposent d'autres propositions de base, ne sont élémentaires que d'un certain point de vue. C'est-à-dire qu'on peut les rapporter à d'autres propositions, de sorte qu'elles accusent toujours un écart par rapport au monde à dire, que les instances corroborantes ne sont pas fondées en vérité sur la chose en soi. Elles manifestent toujours un écart irréductible pour Popper par rapport au monde à dire. Il est kantien, souvenez-vous, fondamentalement de ce point de vue. Pour Popper, c'est dire que l'adoption d'une théorie n'est pas due à une réduction logique de la théorie à l'expérience. C'est-à-dire que nulle théorie, pour Popper, ne peut être vérifiée au sens empiriste du mot. Pourquoi ? Parce que nulle théorie n'est assurée d'une vérité, ni maintenant, ni pour l'avenir. Parce que précisément, toute théorie peut être amenée à être démentie par des falsificateurs potentiels, par des hypothèses précisément qui vont venir remettre en cause tout ou partie des lois qui ont été dégagées. Popper d'ailleurs indique qu'il suffit d'un seul falsificateur potentiel pour lui pour que une loi soit justement rejetée, enfin une loi ou une partie de cette loi soit rejetée. Donc il affirme une terrible exigence à cette démarche scientifique. Il suffit qu'une hypothèse invalide, parce que précisément elle joue ce rôle de falsificateur potentiel, il suffit qu'une hypothèse invalide toute ou partie d'une proposition de loi pour que précisément on s'efforce de trouver des alternatives, des instances corroborantes.
précisément, il revient à la communauté scientifique d'évaluer l'écart qu'il existe toujours entre les falsificateurs potentiels d'une loi et le réel que la loi est censée expliquer. Il s'agit de quoi, plus simplement? Il s'agit toujours, il revient à la communauté scientifique, d'examiner l'écart plus ou moins grand qu'il y a entre l'énoncé d'une théorie ou d'une loi et la réalité dont elle entend rendre compte. Mais cet écart est irréductible. Il s'agit simplement de prendre la mesure de cet écart. C'est ça que Popper assigne à la communauté scientifique. Plus cet écart est grand, plus il s'agit de renouveler finalement une loi pour qu'elle s'approche au plus près de la réalité, d'une certaine vérité de la réalité, tout en sachant qu'il s'agit d'une approximation pour Popper. Il ne peut en aucun cas, j'insiste beaucoup là-dessus, il ne peut en aucun cas, et il se prononce tout à fait contre cette position, en aucun cas, une théorie ne peut rendre compte fidèlement de la réalité. Elle ne coïncide jamais avec la réalité. L'écart est irréductible. La communauté scientifique a la responsabilité professionnelle d'évaluer la capacité d'une théorie de résister finalement à des tentatives de falsification. C'est ça la tâche essentielle de la communauté scientifique. Dans quelle mesure une théorie résiste aux tentatives de falsification? Si elle résiste, eh bien, précisément, on peut considérer qu'elle est au moins provisoirement corroborée. Je dis bien provisoirement. La conception que développe Popper a évidemment une importance cruciale du point de vue de la conception de la connaissance. Pourquoi? Parce qu'il inaugure une nouvelle conception de la démarche scientifique, et notamment en considérant que, l'expression est de lui d'ailleurs, le jeu de la science est en principe sans fin. Et là on voit bien comment il se démarque de Kant. Souvenez-vous, Kant considérait que la physique newtonienne était le parangon, était le modèle achevé de la démarche scientifique. Nullement chez Popper. Popper, justement, par le rôle qu'il attribue aux falsificateurs potentiels, à ces hypothèses qui viennent soumettre une théorie, eh bien, soumettre la validité d'une théorie, eh bien, pour Popper, ce jeu devient un jeu sans fin. Il n'y a pas de terme achevé à la démarche scientifique. Les professionnels, la communauté scientifique, peut toujours décider de rejeter une hypothèse ou une explication en faveur d'une autre hypothèse qu'il juge plus crédible, plus proche de la vérité à dire. Et le rejet d'une hypothèse est précisément la principale tâche de la communauté scientifique. Alors c'est vrai, on pourrait dire que le bémol qu'on pourrait apporter à la conception de Popper, c'est que, c'est ce que font d'ailleurs des sociologues comme Latour par exemple, c'est que la démarche scientifique, telle que la conçoit Popper, reste malgré tout assez abstraite. On sait bien que dans la pratique même de l'activité scientifique, c'est toujours beaucoup plus complexe que cela. Il n'y a pas une ou deux hypothèses identifiées et qui joueraient ce rôle de falsificateur potentiel. D'ailleurs, la communauté ne rejette pas nécessairement un modèle théorique lorsqu'une hypothèse vient la contredire, lorsqu'il y a un falsificateur potentiel qui est identifié. Pourquoi? Parce que d'abord, la communauté scientifique résiste à l'abandon d'un modèle théorique, à l'abandon d'une loi explicative, et c'est bien humain, il y a une tendance à résister à l'abandon, à la perte finalement, mais il y a aussi une autre raison, c'est qu'une communauté scientifique ne travaille rarement que sur une seule hypothèse, mais bien sur des hypothèses concurrentes. C'est le cas notamment de l'astrophysique, pour expliquer comment les débuts de l'univers. Vous savez qu'il y a la théorie de la Big Bang, mais il y a des théories concurrentes, et jamais un physicien, un astrophysicien ne travaille que sur une seule hypothèse. Il travaille sur une multiplicité d'hypothèses concurrentes. Ça n'enlève pas, bien sûr, toute la portée, toute la force de l'approche
de Popper, mais on peut simplement lui objecter que ce qui manque à l'approche de Popper, c'est la vérification, si on peut dire à son tour, de sa propre conception de la science à partir justement d'une observation précise de ce qu'est la démarche scientifique. On retiendra malgré tout qu'il demande à la communauté scientifique de formuler finalement les hypothèses les plus vulnérables, les plus falsifiables, et qu'il s'agit de soumettre toutes les hypothèses aux tests les plus sévères possibles. Et il faut bien reconnaître que ce n'est pas nécessairement cela que l'on défend aujourd'hui dans la conception de la science qui est à l'œuvre, puisque j'en veux pour preuve dans le champ de la sociologie, des thèses par exemple. Imaginez un instant qu'un étudiant arrive et dise finalement je suis parti sur des hypothèses de recherche et j'ai tout faux. Eh bien, je pense que le candidat s'exposerait à des déconvenues, à tenir une telle position dans un jury de thèse. Et pourtant, c'est parfaitement défendable aux yeux de la démarche de Popper, puisque l'objectif de la démarche scientifique, c'est de pousser à terme les hypothèses jusqu'à les réfuter. Eh bien, ce n'est pas nécessairement de cette manière que l'on aujourd'hui que l'on met à l'œuvre la démarche scientifique. Je vais conclure sur Carl Gustav Popper. On voit bien que ce qui intéresse Popper, ce n'est pas l'objectivité au sens classique du terme. Classique, je veux dire de la philosophie classique. Ce n'est pas l'adéquation du dire au fait, mais c'est l'histoire de cette objectivation, le processus de cette objectivation qui intéresse Karl Popper. C'est la plus grande, c'est ça qui l'intéresse, c'est la plus ou moins grande adéquation des théories concurrentes aux faits. Je dis bien la plus ou moins grande adéquation des théories concurrentes aux faits. C'est ça qui l'intéresse. Ce n'est pas l'objectivité au sens de l'attestation d'une vérité absolue et incontestable placée hors du doute, pour reprendre la formulation des philosophes classiques. On peut dire que ce n'est pas la vérité même qui intéresse Popper en tant que tel, mais l'approche de la vérité. Ce qu'il appelle d'ailleurs le degré de vérisimilitude. Vérisimilitude, c'est l'expression qu'il utilise pour montrer qu'on approche, c'est une approximation de la vérité. Ce n'est pas l'établissement d'une vérité, en tout cas certainement pas au sens classique du mot, d'une vérité fondée sur la représentativité de la chose en soi. Il développe finalement une approche historicisée, peut-être même évolutionniste, d'un problème vieux comme la philosophie, qui est le problème normatif de la connaissance. Pour Popper, la modification d'une science est comprise comme la progression vers une vérité, dans un domaine circonscrit. On progresse vers une vérité. Il y a cette conviction profonde chez Popper. Alors on verra que c'est une chose qui les distinguera d'ailleurs, qui distinguera Bachelard de Popper sur ce plan. Mais lui, il pense qu'il y a, que la science ne peut aller qu'en progressant, mais si elle suit, bien sûr, cette démarche de falsification des hypothèses. Il admet, dans tous les cas, que face aux questions que l'homme entreprend de résoudre, eh bien, il tâtonne, il se trompe, il commet des erreurs, mais il finit toujours par trouver des solutions, toujours remplaçables par des solutions meilleures, et qu'il renonce à des fausses solutions ou à des solutions moins vraies. C'est dans ce sens qu'il est d'un rationalisme critique, c'est-à-dire qu'il pense qu'il faut précisément, c'est à la communauté scientifique, mais aussi au chercheur lui-même, de s'interroger sur son propre cheminement, sur ses propres tentatives d'essais et d'erreurs, qui, pour lui, sont absolument essentielles dans la démarche scientifique.